Aujourd'hui, prépare-toi à une aventure au cœur de la forêt où ça se bagarre pour un bout de chou. Oui, on parle bien d'un lapin, d'une belette et d'un chat qui va littéralement voler la vedette. Le chat, la belette et le petit lapin de Jean de La Fontaine, c'est une histoire de justice détournée, de ruse et surtout d'un festin inattendu. Exactement, Julia. On a un lapin naïf qui se fait déloger, une belette rusée qui s'incruste, et un chat qui prétend jouer les juges, mais qui termine en mode carnivore affamé. Franchement, Jean de La Fontaine avait déjà tout compris au rapport de force. Et comme d'habitude, on ne va pas juste lire la fable. On va décortiquer cette histoire, la transposer à notre époque, et surtout, te montrer pourquoi Jean de La Fontaine est toujours aussi percutant aujourd'hui. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin. Dame Belette un beau matin s'empara, c'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume. « Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi, à Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. » Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippeminot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'apporté il vit les contestants, Grippeminot, le bon apôtre, jetant des deux côtés, la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est un vrai sitcom en mode forêt, un petit lapin pépouze dans sa maison de choux. Sérieux, qui ne rêve pas d'un logis cosy comme ça? Et là, bam, une belette débarque sans prévenir. Et elle ne fait pas que passer elle s'installe direct. Genre, elle s'assoit dans le canapé, elle allume la télé, et elle dit « Maintenant, c'est chez moi. » Mais oui, Julia, c'est du squat version 17e siècle. Le pauvre lapin essaie de négocier, de récupérer ce qui lui appartient. Mais la belette, elle est trop maligne. Elle sort des arguments dignes d'un avocat de série télé. « Tu n'as pas de preuves, je suis chez moi maintenant. » Bref, elle l'embrouille. Et là, notre lapin, en mode « Ok, il me faut un médiateur », décide de faire appel au chat. Mauvais plan. Le chat, c'est pas un juge, c'est un opportuniste, mais le lapin est trop naïf pour s'en rendre compte. Et le pire, la belette est tellement sûre de son coup qu'elle accepte aussi de jouer le jeu. Tu sens venir le carnage? Oui, Julia, c'est là que tout part en vrille. Le chat, il débarque en mode « Je suis le grand juge, je vais écouter vos arguments et rendre justice. » Et toi, tu regardes ça en te disant « Mec, t'as des griffes, une tête de carnivore, et tu salives déjà. T'es clairement pas là pour faire de la médiation. » Mais oui, et là le procès commence. Le lapin explique son cas. C'était ma maison, j'ai planté les choux, c'est mon chez moi. La belette, super confiante, répond « Il ment, il exagère, j'ai trouvé cet endroit vide, c'est chez moi maintenant. » Et là, le chat, avec sa grosse voix, dit « Intéressant, très intéressant. Laissez-moi réfléchir. » Spoiler, il ne réfléchit pas à qui a raison, il réfléchit à qui il va manger en premier. Après délibération, j'ai décidé que... Gloops, c'est fini, plus de lapin, plus de belette. Le chat s'est régalé et a réglé l'affaire à sa manière, dans son estomac. Franchement, c'est du génie diabolique. Le chat a vu deux idiots se disputer et il s'est dit « Pourquoi choisir un camp quand je peux manger les deux ?» C'est comme si, dans une télé-réalité, l'animateur devenait le candidat principal et virait tout le monde du jeu. Exactement. La morale est claire. Quand les faibles se disputent, les forts se régalent.
Le chat n'avait rien à voir avec l'histoire, mais il a profité de la situation pour tirer son épingle du jeu, ou plutôt son dîner. Et toi, lapin naïf qui regarde cette vidéo, retiens bien. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un de plus fort que toi, vérifie d'abord qu'il ne voit pas en toi un futur repas. Sinon, tu risques de finir comme ce pauvre lapin, dévoré avec un accompagnement de choux. Et la belette, alors? Elle pensait qu'elle allait triompher avec ses super arguments. Mais spoiler, quand tu joues avec plus rusé que toi, tu perds. Le chat, lui, c'est le pro des embrouilles. Il sait que dans un conflit, ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort qui gagnent, mais ceux qui agissent au bon moment. Bref, le chat, la belette et le petit lapin, c'est l'histoire d'un conflit où personne ne gagne, sauf le prédateur opportuniste. Et Jean de La Fontaine, avec son humour piquant, te dit « Dans un monde de chats affamés, les lapins naïfs et les belettes arrogantes n'ont aucune chance. » Voilà une petite leçon de vie bien gratinée. Alors, pour comprendre cette fable, il faut se replonger dans le XVIIe siècle, l'époque de Jean de La Fontaine. C'est une période marquée par le règne de Louis XIV, aussi connu comme le roi Soleil. Un roi puissant, centralisateur, et qui aimait bien montrer que c'était lui qui commandait. Mais cette période, c'est aussi un théâtre de lutte de pouvoir et d'injustice flagrante. Oui, Clément, on est dans une société où tout tourne autour du roi et de sa cour. À Versailles, c'est le jeu des intrigues, des flatteries et des alliances. C'est une vraie jungle sociale, où les plus faibles, souvent les paysans ou les petits bourgeois, n'ont pas leur mot à dire. Et Jean de La Fontaine, en fin observateur, il regarde tout ça avec un mélange de fascination et d'indignation. Exactement. Le chat, la belette et le petit lapin, c'est une critique subtile, mais mordante, du fonctionnement de la justice à son époque. Le lapin, c'est le petit peuple, faible, naïf et souvent victime des plus forts. La belette, c'est l'arriviste, celui qui use de ruse pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Et le chat, c'est le juge corrompu ou le noble opportuniste qui utilise sa position pour satisfaire ses propres intérêts. Oui, parce que le chat, il ne tranche pas l'affaire, il la mange. C'est une allégorie parfaite de ce qui se passait dans les tribunaux sous l'Ancien Régime. La justice, à l'époque, c'était souvent une question d'argent, de pouvoir ou de relations. Si tu étais riche ou bien connecté, tu pouvais influencer les décisions. Mais si tu étais un pauvre lapin sans défense, eh bien, tu étais cuit. Et c'est là qu'on voit le génie de Jean de La Fontaine. Il n'écrit pas cette fable juste pour divertir. Il pointe du doigt un problème systémique. Les faibles n'ont aucune chance face aux puissants, surtout quand la justice est biaisée. À son époque, le roi était censé représenter la justice suprême, mais en réalité, tout dépendait des juges locaux et des intérêts personnels de ceux qui rendirent les verdicts. Et Louis XIV, dans tout ça? Eh bien, lui, il aimait qu'on le flatte et qu'on renforce son pouvoir absolu. Jean de La Fontaine, qui était proche de Nicolas Fouquet, un ministre tombé en disgrâce auprès du roi, a vu de près comment la politique pouvait être cruelle et opportuniste. Il savait que ceux qui détenaient le pouvoir jouaient souvent les arbitres, mais pas pour défendre la vérité, plutôt pour défendre leurs propres intérêts. En fait, cette fable, c'est une métaphore des abus de pouvoir. Le chat, c'est un noble ou un magistrat qui prétend écouter les deux parties, mais qui a déjà décidé de servir ses propres intérêts. La belette et le lapin se battent pour rien, parce qu'au final, celui qui décide est celui qui se nourrit de leur conflit. C'est un message cynique, mais incroyablement pertinent. Et il faut se rappeler que Jean de La Fontaine écrivait dans un contexte où il ne pouvait pas critiquer directement le roi ou la monarchie. Alors, il utilisait les animaux pour contourner la censure. Ces fables, c'était une manière subtile de dire des vérités gênantes sans risquer de finir en prison, ou pire. Et franchement, c'est brillant, non ? Brillant, mais aussi intemporel, parce que cette critique de la justice et des rapports de force, elle ne s'arrête pas au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, on retrouve cette dynamique dans plein de situations. Ceux qui détiennent le pouvoir économique ou politique manipulent souvent le système pour arriver à leur fin, pendant que les petits se débattent pour leurs droits. Et c'est pour ça que le chat, la belette et le petit lapin restent une fable si percutante. Jean de La Fontaine nous dit que tant qu'il y aura des chats affamés et des lapins naïfs, les injustices continueront. Mais il nous rappelle aussi que l'observation et l'intelligence peuvent nous aider à comprendre ces mécanismes, et peut-être à y résister. En gros, il nous offre ici une leçon de réalisme politique et social. Il nous dit « Méfiez-vous des chats qui promettent de régler vos problèmes. Ils sont souvent là pour se servir, pas pour servir la justice. » Une petite leçon qui, à l'époque comme aujourd'hui, reste terriblement d'actualité. Alors, pourquoi La Fontaine a-t-il choisi un lapin, une belette et un chat pour raconter cette fable? Parce que franchement, il aurait pu mettre n'importe quels autres animaux. Alors, pourquoi eux? Bonne question, Julia. Chez Jean de La Fontaine, le choix des animaux n'est jamais un hasard.
Chaque animal représente un stéréotype, une personnalité bien précise qui rend l'histoire à la fois compréhensible et percutante. Et dans cette fable, ce trio fonctionne comme une petite métaphore de notre société. Commençons par le petit lapin. Alors, lui, c'est clairement l'archétype de l'innocent naïf. Tu vois, le lapin, c'est la victime typique. Il est petit, vulnérable, et il croit en la justice. Il est persuadé qu'en plaidant sa cause devant un juge, tout va bien se passer. Spoiler, non. Exactement. Le lapin, c'est celui qui croit que le monde est juste, qu'il suffit d'être dans son droit pour gagner. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, surtout quand tu es petit et sans défense. Jean de La Fontaine en fait une image parfaite des gens modestes de son époque, ceux qui n'avaient aucun pouvoir face aux nobles ou aux magistrats. Et puis, soyons honnêtes. Un lapin, c'est un peu le symbole du gentil qui se fait toujours avoir. Il a une maison en feuilles de chou, il n'embête personne, mais dès qu'un prédateur passe, il se fait déloger. En gros, c'est un colocataire idéal, mais un très mauvais stratège. Et maintenant, la belette. Ah, elle, c'est l'incarnation même de l'opportuniste. Elle n'est pas très grande ni très forte, mais elle est rapide, agile, et surtout, elle sait profiter des failles des autres. La belette, c'est celle qui arrive discrètement, qui s'installe et qui dit « c'est chez moi maintenant ». En gros, c'est le squatteur professionnel. Oui, Clément, c'est exactement ça. La belette, elle incarne ce genre de personnage qui utilise sa ruse pour s'en sortir, sans se soucier des conséquences pour les autres. À l'époque de Jean de La Fontaine, c'était une manière de parler des arrivistes, ceux qui grimpèrent dans la société en utilisant des moyens pas très honnêtes, mais terriblement efficaces. Et ce qui est fascinant avec la belette, c'est qu'elle a une confiance en elle incroyable. Elle débarque chez le lapin, elle s'installe, et elle n'a aucun doute qu'elle va pouvoir garder ce qu'elle a pris. Sa ruse, c'est sa force. Mais dans cette fable, elle va découvrir qu'il y a toujours plus malin qu'elle, et plus dangereux. Et enfin, parlons du chat. Alors, lui, c'est le clou du spectacle. Le chat, c'est l'autorité, celui à qui on fait appel pour régler un conflit. Mais soyons honnêtes, dès qu'il entre en scène, on sait que ça va mal finir pour le lapin et la belette. C'est clair, Julia. Le chat, c'est l'archétype du juge corrompu ou du prédateur déguisé. Il prétend être impartial, mais en réalité, il ne pense qu'à son propre intérêt. Chez Jean de La Fontaine, le chat représente ces figures d'autorité qui se servent avant de servir. À l'époque, c'était les nobles ou les magistrats qui abusaient de leur pouvoir pour s'enrichir. Mais le chat, c'est aussi un symbole plus universel. C'est celui qui profite des disputes des autres pour tirer son épingle du jeu. Il se présente comme un médiateur, mais au final, il n'aide personne. Il cède lui-même. Franchement, on devrait l'appeler le chat juge fourbe. Et ce qui est génial, c'est que Jean de La Fontaine a choisi un chat parce qu'il est aussi un symbole d'élégance et de calme apparent. Tu vois, le chat, il n'a pas besoin de crier ou de s'agiter. Il observe, il analyse et il agit au bon moment. C'est le prédateur parfait. En fait, le chat, c'est une image de ces personnes qui inspirent la confiance, mais qui cachent des intentions beaucoup moins nobles. Un juge idéal en apparence, mais un prédateur en réalité. Chez Jean de La Fontaine, c'est une critique subtile de la justice corrompue et des figures d'autorité abusives. Ce trio, lapin, belette, chat, fonctionne tellement bien parce qu'il incarne 3 dynamiques sociales qu'on retrouve encore aujourd'hui. L'innocence naïve, la ruse opportuniste et le pouvoir corrompu. Leur interaction, c'est une mini-leçon sur les rapports de force. Oui, et ce qui est génial, c'est que Jean de La Fontaine les rend universels. On peut transposer ces personnages à n'importe quelle époque ou situation. Au travail, dans la politique, ou même dans les disputes d'amis. Le lapin, c'est celui qui se fait marcher dessus. La belette, c'est celle qui profite de la situation. Et le chat, c'est le gros boss qui s'en fiche des autres et qui prend ce qu'il veut. Bref, que ce soit au XVIIe siècle ou aujourd'hui, ce trio nous rappelle que dans un monde de prédateurs, mieux vaut être rusé ou apprendre à reconnaître les chats avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce que Jean de La Fontaine aurait pu choisir d'autres animaux ? Peut-être. Mais franchement, ce lapin, cette belette et ce chat, c'est un trio tellement parfait qu'on ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Ils nous parlent d'eux, mais surtout, ils nous parlent de nous. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette fable ? Jean de La Fontaine nous offre ici une leçon brutale mais claire sur les rapports de force, l'injustice et les abus de pouvoir. Et spoiler, personne n'en sort grandi. Exactement. La morale de l'histoire, c'est que quand tu es faible et que tu demandes de l'aide à quelqu'un de plus fort que toi, vérifie bien ses intentions. Sinon, tu risques de devenir son dîner. Littéralement. Le premier message de Jean de La Fontaine, c'est que dans un conflit, les faibles sont souvent les grands perdants. Ici, le lapin représente l'innocence et la bonne foi,
Mais ça ne suffit pas pour s'en sortir dans un monde où la ruse et la force règnent en maître. Il croit qu'en appelant un juge, il va retrouver justice. Mais il oublie un détail. Dans cette jungle sociale, le juge n'est pas là pour faire respecter les règles. C'est clair, Julia. Le lapin pense que la vérité suffit à gagner. Mais dans la vraie vie, comme dans cette fable, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui a le pouvoir, la ruse ou les crocs les plus aiguisés. Et ici, le lapin, il n'a rien de tout ça. Et la belette alors? Elle joue les malignes. Elle profite de la naïveté du lapin pour lui voler son logis. On pourrait se dire qu'elle va s'en sortir, mais non. Elle aussi finit dans le ventre du chat. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié une règle essentielle. Il y a toujours quelqu'un de plus fort ou de plus rusé que toi. Exactement, Julia. La belette, c'est la figure de l'arriviste qui pense pouvoir tout contrôler grâce à sa ruse. Elle croit qu'elle peut manipuler la situation, mais elle n'avait pas prévu que le chat allait transformer leur dispute en festin. C'est le revers de la médaille. Quand tu joues trop avec le feu, tu finis par te brûler. En gros, même les rusés ne sont pas à l'abri. Si tu t'attaques à plus gros ou plus malin que toi, prépare-toi à tomber. Jean de La Fontaine nous dit que la ruse peut t'aider à monter, mais qu'elle ne te protège pas contre les vrais prédateurs. Et le chat, dans tout ça? Lui, c'est l'exemple parfait du pouvoir en action. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, il est plus fort que le lapin, plus rusé que la belette. Et surtout, il sait utiliser les conflits des autres pour son propre bénéfice. Oui, le chat, c'est le prédateur ultime. Il arrive en jouant les arbitres, mais il avait déjà décidé de s'en tirer avec un bon repas. Jean de La Fontaine montre ici un autre aspect de la nature humaine, ou animale. Ceux qui détiennent le pouvoir ne cherchent pas toujours à être justes. Parfois, ils veulent juste tirer profit de la situation. Et c'est là le cœur de la morale. Dans ce monde, les puissants profitent des faiblesses des autres. Le chat, c'est un peu le juge corrompu, ou le politicien opportuniste. Il n'a aucun intérêt à résoudre le conflit, parce que ce conflit lui permet de s'enrichir. Mais Jean de La Fontaine ne critique pas seulement les chats de son époque. Il pointe aussi du doigt les lapins et les belettes. Parce qu'au fond, leur incapacité à s'unir et à trouver une solution les condamne. Si le lapin et la belette avaient collaboré, peut-être auraient-ils pu se défendre contre le chat. Mais non, ils se battent, et c'est ce qui permet au chat de gagner. Oui, Julia. Jean de La Fontaine nous dit que les conflits entre faibles ne servent qu'à renforcer les puissants. C'est un message politique très clair et qui reste incroyablement moderne. Que ce soit à l'époque de Louis XIV ou aujourd'hui, on voit encore cette dynamique partout. Dans la politique, au travail ou même dans les relations personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, que la justice n'est pas toujours impartiale. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un de plus fort que toi, il faut te méfier de ses intentions. Deuxièmement, que les disputes entre petits profitent toujours aux grands. Si tu veux vraiment te défendre, il vaut mieux trouver un allié qu'un juge. Parce que si tu laisses un chat décider de ton sort, tu risques de finir comme le lapin, dans son assiette. Et troisièmement, que le pouvoir, c'est une arme qui peut être utilisée pour protéger ou pour détruire. Jean de La Fontaine nous rappelle que les figures d'autorité ne sont pas toujours dignes de confiance. Alors, ouvre l'œil, et ne sois ni un lapin naïf, ni une belette trop confiante. En fait, cette fable, c'est un miroir. Elle nous force à nous demander, dans cette histoire, est-ce que je suis le lapin, la belette ou le chat? Est-ce que je suis celui qui se bat pour ses droits, celui qui profite des autres ou celui qui tire les ficelles? Et c'est pour ça qu'on adore Jean de La Fontaine. Avec ses petites histoires animalières, il nous parle de nous, de nos faiblesses, de nos forces et de nos choix. À nous de décider quel rôle on veut jouer dans cette grande comédie qu'est la vie. Maintenant qu'on a bien rigolé avec ce trio infernal, le lapin, la belette et le chat, on va se poser une question. Si cette histoire se déroulait aujourd'hui, à quoi ressemblerait-elle? Parce que soyons honnêtes, les conflits comme celui-là, on les voit partout, dans tous les domaines. Exactement, Julia. Jean de La Fontaine, c'est pas juste du passé, c'est de l'intemporel. Les lapins, les belettes et les chats, ils sont toujours là, autour de nous. Tu les croises au boulot, dans les amitiés, sur les réseaux sociaux, et même en politique. Alors, voyons ça. Prenons la politique, par exemple. Les lapins, ce sont les citoyens ordinaires. Ceux qui suivent les lois, paient leurs impôts et espèrent qu'on va les protéger. Les belettes, ce sont les politiciens ou les lobbies opportunistes. Ils arrivent avec de belles promesses, mais leur but, c'est souvent de prendre ce qu'ils peuvent sans se soucier des conséquences. Et le chat dans tout ça? Eh bien, c'est le système, les grandes figures d'autorité ou même les institutions. Elles prétendent jouer les arbitres impartiaux, mais en réalité, elles profitent du conflit pour consolider leur propre pouvoir. En gros, les lapins et les belettes se battent, et le chat regarde tout ça en se frottant les pattes. Tu vois ça dans les débats publics. Les citoyens s'opposent sur des sujets importants, parfois même de manière violente, et pendant ce temps-là, les vrais décideurs font passer leurs lois, prennent leurs décisions et se servent. Bref,
Les chats d'aujourd'hui sont toujours là, et ils sont plus malins que jamais. Mais ce n'est pas que politique. Regarde dans le monde du travail. Le lapin, c'est le collègue qui se donne à fond, qui bosse dur et essaie de respecter les règles. La belette, c'est celui ou celle qui prend des raccourcis, qui s'approprie les idées des autres ou qui tire la couverture à lui. Et le chat? Ah, le chat, c'est le chef ou le manager opportuniste. Celui qui fait mine de régler les conflits, mais qui, en réalité, en profite pour asseoir son autorité. Imagine une réunion d'équipe où 2 collègues se disputent pour un projet. Le chef arrive en disant « Je vais arbitrer tout ça ». Et résultat, le projet lui revient, et les 2 collègues restent sur le carreau. Voilà notre chat en action. Et franchement, ça arrive tout le temps. Si tu n'as pas un œil sur les chats de ton bureau, tu risques de te retrouver comme le lapin et la belette, dévorés par les opportunistes. Et sur les réseaux sociaux, alors, là, c'est carrément la jungle. Le lapin, c'est l'utilisateur moyen, celui qui poste innocemment ses opinions ou ses créations. La belette, c'est celui qui te pique ton contenu, le remixe, et le fait passer pour sien. Et le chat, alors? Eh bien, c'est la plateforme elle-même, ou même les influenceurs stars. Ils prétendent offrir un espace d'expression libre, mais au final, ils s'enrichissent grâce à tes données, ton contenu et ton temps passé en ligne. C'est ça. Les disputes entre utilisateurs, les drames, les clashs, tout ça, ça fait monter les vues, les interactions et les revenus publicitaires. Pendant que le lapin et la belette se battent pour des likes, le chat, la plateforme, encaisse le jackpot. Et si on regarde la pop culture, c'est encore plus flagrant. Prenons des séries comme Game of Thrones. Le lapin, c'est le peuple, les petites maisons, ou même des personnages comme Jon Snow, qui cherchent la justice. La belette, c'est Littlefinger ou les Lannister, toujours prêts à jouer des coups bas pour gagner du pouvoir. Et le chat? Eh bien, c'est le système entier, la monarchie, ou même les dragons, qui finissent par tout dévorer. Et dans les animés, c'est pareil. Regarde dans Naruto. Le lapin, c'est un personnage comme Naruto au début. Naïf, idéaliste, qui veut croire au système. La belette, c'est Danzo, l'opportuniste manipulateur. Et le chat, c'est carrément le système des Hokage, qui finit par broyer tout le monde. Ou même l'Akatsuki, qui profite des conflits pour asseoir leur domination. Franchement, c'est fou à quel point cette fable colle à tout. Peu importe l'époque ou le contexte, il y aura toujours des lapins, des belettes et des chats. C'est pour ça que Jean de La Fontaine, c'est tellement intemporel. Il a résumé les rapports de force en 3 animaux et ça marche encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Jean de La Fontaine nous rappelle que, dans tous les aspects de la vie, les conflits entre faibles profitent toujours aux plus forts. Les chats modernes ne se battent pas directement, ils attendent que les autres s'épuisent pour ramasser les morceaux. En gros, que ce soit en politique, au boulot, sur les réseaux ou même dans nos relations personnelles, la morale reste la même. Si tu veux éviter de finir comme le lapin ou la belette, apprends à repérer les chats avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu en croises un, méfie-toi de son sourire. Et surtout, n'oublie pas, si tu dois arbitrer un conflit, fais-le avec honnêteté, parce que sinon, tu risques de devenir toi-même le chat de l'histoire. Et crois-moi, personne n'aime un juge qui croque tout sur son passage. Voilà, on arrive à la fin de cette fable pleine de rebondissements. Entre un lapin naïf, une belette trop confiante et un chat qui finit par tout rafler, Jean de La Fontaine nous rappelle que dans un monde de rapports de force, il vaut mieux être malin que naïf. Et surtout, méfie-toi de ceux qui promettent de régler tes problèmes. Exactement, Julia. Le chat, la belette et le petit lapin, c'est une leçon intemporelle. Quand les faibles se disputent, les puissants se régalent. Et Jean de La Fontaine, avec sa plume acérée, nous montre que ça marche au XVIIe siècle comme aujourd'hui. Alors, dis-nous en commentaire, est-ce que tu te sens plus lapin, belette ou chat dans cette histoire? Et surtout, abonne-toi pour plus de fables revisitées. Parce que les fables de Jean de La Fontaine, c'est drôle, c'est profond, et avec nous, c'est toujours un peu mordant. À bientôt pour une nouvelle aventure avec nos amis les animaux. À très vite, les stratèges et les rêveurs. Et rappelle-toi, méfie-toi des chats qui sourient trop